Nous allons débuter dans moins de 2 minutes. On va accorder encore 1 minute ou deux, le temps que certains puissent se connecter aussi. Et après, nous allons débuter notre session. Merci. Voilà, je pense que nous allons débuter notre session d'aujourd'hui, toujours dans la même lignée de ce mois consacré à l'hygiène de main. Et le thème d'aujourd'hui, c'est au-delà de l'eau et le savon, qu'est-ce que l'Afrique peut bien être en mesure d'utiliser? Et notre orateur du jour, c'est le docteur Valérie Tchilopo, que nous allons introduire tantôt. Et nous allons aussi en profiter avant de commencer pour rappeler certains détails, certaines choses qu'il faudrait qu'on applique au cours de cette session. Notamment rappeler qu'il est nécessaire de garder son micro fermé quand on n'a pas la parole et surtout de ne pas hésiter de se présenter dans le chat. C'est toujours intéressant de dire où vous êtes, votre nom. C'est toujours intéressant aussi pour nous de savoir qui est en train de partager aussi ces moments d'expérience avec nous. Et s'assurer aussi que votre nom est bien affiché. Et surtout, pendant que la session va débuter, jusqu'à ce que nous allons finir, n'hésitez pas à aller sur la rubrique Q et R. Si vous utilisez un téléphone, vous allez soit le voir en bas de votre écran, soit en haut de votre écran. Vous trouverez la rubrique Q et R. Et dans cette rubrique, vous pouvez déposer vos questions et le présentateur du jour et certains experts et aussi parmi les participants, nous allons nous atteler à apporter de réponses à cela. Et nous vous informons aussi que cette session est enregistrée et que nous avons déjà votre consentement par le fait que vous soyez participant à cette formation. C'est à deux fins d'améliorer la qualité de nos différentes présentations ainsi que modération au fur et à mesure du temps que nous allons évoluer. Et surtout, n'hésitez pas d'aller sur la plateforme ECHO qui est ouvert à chaque instant, même en dehors de jours de webinaire. Vous avez accès à la plateforme ECHO. Et nous n'hésiterons pas non plus à dire merci aux différents partenaires, notamment à ICANN qui soutient aussi, et notamment ECHO, sans oublier l'expertise congolaise de prévention et contrôle des infections. Ceci dit, nous allons commencer notre session. Docteur Valérie, vous êtes avec nous? Je vous en prie, docteur, je suis présent. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, docteur Valérie. Et vous pouvez commencer déjà à partager votre écran. Le docteur Valérie Tchilopo-Kazadi est spécialiste en prévention et contrôle de l'infection. Il a plusieurs fois intervenu dans les différentes épidémies à travers l'Afrique, notamment Covid et Ebola.
et il est aussi chargé de l'enseignement à l'université de Mbujimaï au Kasaï en République démocratique du Congo. Et aussi le côté positif que j'aime bien de notre aîné quand il est là, c'est qu'il aime bien enseigner. Et vous allez vous en rendre compte et vous verrez bien que l'intervention d'aujourd'hui sera très, très interactive. Docteur Valérie, à vous la parole. N'oubliez pas de mettre la vidéo 2 secondes pour que le participant puisse vous voir. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dickson. Chers collègues, bon après-midi. Et c'est une joie, encore une fois de plus, de pouvoir être tous participants donc, ici. Et comme Dr. Dickson l'a dit, la session sera interactive. Il nous a été demandé, pour le besoin de la cause et une cause très noble, de pouvoir parler de l'hygiène des mains au-delà de l'eau et du savon en Afrique. Ça veut dire que c'est un sujet de recherche. Et lorsque nous n'aurons pas de recherche, nous n'aurons pas en ce moment-là à pouvoir valider ce que nous voulons faire parce que tout doit être basé sur des évidences. Cela étant dit, en introduction, il y aura une petite introduction pour ce thème, puis on va parler un tout petit peu des savons antimicrobiens désinfectants pour les mains, efficacité et usage. Ça sera, on va survoler, mais chacun d'entre nous peut nous donner donc des expériences. Ici, puisque nous ne sommes pas des ignorants et qu'on a des personnes qui sont habituées à beaucoup de choses et qui ont vu et qui ont lu, nous allons essayer de pouvoir parler en ce moment-là dans une discussion alternative locale, cendres, plantes médicinales ou autres ressources. Nous allons discuter ensemble les expériences que nous avons connues dans notre vie et nous parlerons à ce moment-là aussi des avantages et inconvénients donc, de produits alternatifs, sans pouvoir oublier de parler de quelques précautions et recommandations donc, dans l'utilisation de ces produits pour l'hygiène des mains. La promotion et l'utilisation des alternatives du point de vue local, nous allons voir quelques difficultés qui se rencontrent, puis on va voir ensemble les conclusions et les étapes prochaines. Je ne pense pas que je serai, moi, capable de donner pour chaque pays qui est ici représenté ou pour chaque province qui est ici représentée les étapes prochaines. Mais je pense que nous allons tous faire cela ensemble. Alors, quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de cette présentation de cet après-midi? Éveiller l'attention sur l'efficacité des différents produits d'hygiène des mains disponibles en Afrique. Y en a-t-il? Nous allons voir ensemble. Et des recherches existent et nous avons pris juste très peu, de façon très limitée. Nous allons voir ensemble les discussions qui vont pouvoir venir. Connaître des alternatives locales pour une hygiène des mains efficace. Eh bien, c'est vraiment très agressif et même très interpellant parce que le mot qui est là, pour une hygiène des mains efficace. Apprendre à utiliser les produits de manière optimale. Encore un mot très difficile, optimal. Ça veut dire qu'on aimerait bien atteindre les résultats que nous avons et de là même, on peut dire, à moindre coût. Cela peut nous permettre de pouvoir être efficients. Et ici, nous allons essayer de susciter de l'intérêt pour la recherche et l'investissement dans ce domaine. Cela étant dit, chers collègues, parlons un peu du cadre qui nous permet de pouvoir nous retrouver cet après-midi. Vous savez bien que nous avons célébré le 5 mai, la journée donc internationale, la journée mondiale de l'hygiène des mains. Et vous rappelez-vous que notre focus, nous avons axé notre attention par rapport aux institutions de soins de santé. Alors qu'au mois d'octobre, lorsque nous parlerons de la journée mondiale du lavage des mains, nous allons étendre nos actions beaucoup plus vers la communauté, tout en n'oubliant pas que la communauté et les formations où sont administrés les soins sont interconnectés et que nous devons essayer de coordonner tout cela. Le leitmotiv qui nous a donc fait marcher ensemble, nous pouvons accélérer le progrès en matière d'hygiène des mains. Et cela pour sauver des vies. Il nous est demandé de pouvoir nous laver les mains. Comment allons-nous accélérer? Eh bien, je pense qu'ici, comme Africains et comme résidents en Afrique, et nous sommes donc interpellés pour que nous puissions savoir, par rapport à cette journée du 5 mai, par rapport à la réalité de l'hygiène de main qui a été développée et nos prédécesseurs ont insisté sur bien des choses. Qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour que cela puisse essayer de pouvoir avancer? Alors, parlons tout de suite de quelques principes que nous rencontrons donc lorsque
nous parlons de l'hygiène des mains, nous savons qu'elle est une pierre angulaire dans la prévention et dans le contrôle donc des infections. Nous savons cela. Lorsque nous mettons les précautions standards, l'hygiène des mains occupe une très grande place. Et vous vous souviendrez vous-même que plus de 60% d'infections transmissibles peuvent être donc évitées lorsque l'hygiène des mains est faite de manière correcte. Donc, elle est l'une des mesures les plus efficaces de PCI. Et cela va pouvoir arrêter aussi la dissémination des micro-organismes dans l'environnement. Parce que nous les prenons de l'environnement, nous les prenons de nos semblables et nous les retournons dans l'environnement, nous les transmettons auprès de nos semblables. Donc, elle est essentiellement l'une des méthodes les moins coûteuses de la PCI. Rappelez-vous, il nous a été dit la semaine passée, même la semaine antérieure, que l'hygiène des mains peut jouer un rôle d'indicateur, notamment dans le suivi du respect des règles d'hygiène. Précisons, l'hygiène des mains. J'aimerais insister sur cette plage et spécialement sur ce qui est comme point suivant, hygiène des mains, quantité et qualité. Eh bien, lorsque nous parlons de hygiène des mains, quantité, nous pensons aux 5 moments essentiels, aux 5 moments critiques d'hygiène des mains. Il y a avant de toucher le malade, on va tout de suite après avoir touché le malade, avant une procédure aseptique, nous savons que cela est très important. Après avoir touché l'environnement du patient, environnement immédiat et environnement médiat. Très important tout en nous souvenant de plusieurs points sur lesquels, les points tactiles où nous touchons le plus souvent. Sans oublier les claviers, sans oublier les poignées des portes, sans oublier ici aussi tout ce que nous avons comme ossature du lit, parce que nous les oublions très souvent. Les dossiers des patients, c'est des choses sur lesquelles il faudra avoir une attention particulière. Lorsqu'on a pris aussi un risque d'avoir touché des liquides biologiques, eh bien, il est très important que nous puissions faire l'hygiène des mains. Et rappelez-vous que lorsque nous parlons de la qualité, il y a les prérequis. Nous rappelons ceci parce que cela va être très fondamental lorsque nous allons mettre tous les moyens en Afrique dont nous parlons. Ces prérequis doivent être là. Parce que lorsque nous utiliserons l'une ou l'autre chose, nous pouvons avoir le risque que nous puissions, par exemple, pour n'avoir pas respecté les prérequis par rapport à la qualité, nous pourrons compromettre en ce moment-là aussi la qualité de l'hygiène. Les prérequis, comme nous le savons, il faudra avoir des ongles courts, il faudra que nous puissions avoir ces ongles sans vernis, il ne faudrait pas que nous puissions avoir des ongles acryliques que nous avons ajoutés pour allonger. Lorsque nous voulons faire l'hygiène des mains, lorsque nous avons donc les manches longues, nous sommes invités à pouvoir en ce moment-là les retrousser pour que nous puissions être en ce moment-là disponibles à pouvoir faire cette hygiène des mains. La technique d'hygiène des mains est très importante parce que quand elle n'est pas respectée non plus, la qualité ne pourra pas être bonne et les résultats escomptés ne vont pas être atteints. Chers collègues, est-ce que nous ne pouvons pas dire tout de suite ici que lorsque nous avons notre hygiène des mains, la qualité de produits utilisés est très importante. Lorsqu'on parle de cette qualité de produits utilisés, n'allons-nous pas parler de l'eau? Oui, bien sûr. Là où nous utilisons de l'eau, il est très important que nous puissions en ce moment-là avoir une eau de qualité. Mais les produits que nous avons peuvent être du savon doux, des savons antiseptiques. Nous pouvons avoir des solutions à base d'alcool et cela est très important. Si leur qualité est mauvaise, rappelez-vous que nous en avons qui puissent en ce moment-là sécher la peau complètement et d'autres qui peuvent sécher davantage la peau, mais aussi d'autres dans lesquels nous ajoutons un émollient, notamment de la glycérine qui est ajoutée, de façon à ce que nous puissions avoir en ce moment-là une hygiène des mains qui puisse être bonne parce que lorsqu'il y a trop de glycérine, lorsqu'on ne respecte pas les normes, ça devient difficile. Rappelons-nous que l'OMS a dû même donner une formule qui a été répandue pour permettre à ce que chaque pays, chaque communauté et même une institution hospitalière puisse produire en ce moment-là des solutions et des solutions qui permettraient de faire une bonne hygiène des mains. Donc, ayant tracé ici tout ce cadre qui nous entoure ici, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à la vie? On sait qu'on a l'eau et le savon.
sur lesquels il faut redire abondamment de choses. Quelle est l'accessibilité par rapport au savon? Quelle est l'accessibilité par rapport à l'eau? Et quel type de savon faut-il utiliser? Mais au-delà de cela, qu'est-ce que nous pouvons rencontrer en Afrique? Eh bien, nous allons essayer d'en discuter ensemble dans une interaction. Eh bien, je vois 28 participants, je me demande lequel va pouvoir intervenir ici. Tout de suite, parlons un tout petit peu de la flore que nous rencontrons. Au niveau de notre peau, et parlons de la peau donc des mains, ici, on peut rencontrer une flore microbienne qui est l'ensemble de micro-organismes qui colonisent cette peau ici et sans provoquer des maladies. On sait que c'est sans provoquer des maladies. Mais on a deux types de flore ici. Une flore transitoire et une flore qui est résidente. Elle demeure là-bas. Celle qui est transitoire, on dit qu'elle est constituée de micro-organismes contaminants de façon épisodique, donc la peau, et provenant donc des contacts avec des personnes, des objets ou de l'environnement. Mais aussi, nous disons que ici, ces micro-organismes sont assez faciles à éliminer par l'hygiène des mains. Et les micro-organismes ici sont aussi fréquemment impliqués dans la transmission des infections. Nous les avons pris chez un patient, nous les avons amenés chez un autre patient. Parce que nous n'avons pas fait une hygiène de main entre le passage d'un patient à un autre. Et même sur le même patient, nous pouvons les prendre d'un endroit plus infecté vers un endroit moins infecté. D'une plaie purulente vers un endroit où peut-être ce n'était pas purulent. Et on peut aller avec, par exemple, même vers les organes génitaux et plus facilement contaminer ainsi la voie urinaire, parce que cela est très possible, pour autant que chez les femmes, par exemple, la proximité entre les différents, tous les différents orifices est assez rapprochée. Donc, nous devons tirer attention par rapport à ce que nous faisons. Et la flore résidente, elle est constituée de micro-organismes qui résident de façon permanente sur la peau. Et ces micro-organismes sont généralement peu virulents parce qu'ils résident de façon permanente et l'homme essaie de vivre en symbiose avec eux. Ils sont donc là, à ce niveau-là. Mais il y en a d'autres, lorsque vous avez une défaillance justement du système immunitaire, ils peuvent en ce moment-là, ici, être néfastes pour la personne, ou même quand on les introduit maintenant de façon invasive, par une technique invasive, au niveau des cavités qui sont stériles, des muqueuses ou au niveau d'une solution de continuité de la peau. Nous avons rappelé tout ceci parce que quand nous disons en Afrique, nous allons développer, nous devons avoir en tête qu'il y a des choses que nous devons éliminer, qui sont de la flore, et nous devons la minimiser le plus possible si l'élimination totale n'est pas là. Et quels sont les moyens que nous allons utiliser pour pouvoir donc y arriver? Chers collègues, nous allons continuer ici maintenant pour parler un peu des savons antimicrobiens et des désinfectants des mains, et ici, efficacité et usage. Ici, c'est en France une étude qui a été faite, une étude comparative. On a dû, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés, et ici, on a dû comparer quelques-uns. Nous avons pris tout simplement ici un exemple pour que nous puissions dire que oui, même ailleurs, ça peut être fait. Chez nous aussi, ça peut être fait. Si nous regardons très bien, les solutions qui ont été comparées ici, on a l'alcool 70% et plus la chlorhexidine 0,5%, on a le triclosan 1%, on a la chlorhexidine 4%, on a la polyvidone et on a le savon doux. Alors, regardons un tout petit peu ce qui s'est fait, c'est que avant l'étude, on a dû regarder le nombre de colonies qui sont donc formées ici au logarithme décimal. On a tout simplement pris la peau, on est allé en contact direct avec ce que nous avons comme milieu de culture et on a dû donc récupérer cela, amener au laboratoire. On a dû regarder donc le nombre de germes qui ont été développés là-bas donc en les comptant. C'est ainsi que ici, en fonction du produit utilisé, après avoir fait ce lavage de mains ou l'hygiène de mains après 1, après 5 jours, ainsi de suite, on est en train de pouvoir donc comparer. On est en train de laver les mains. Après 1 jour, on fait donc un prélèvement. 2 jours, on fait un prélèvement. On fait un prélèvement et regardez un peu comment est-ce que nous avons une réduction. J'aimerais bien prendre mon pointeur pour que je puisse indiquer. J'espère bien que je vais l'avoir tout de suite. Mon pointeur. De toutes les façons, je crois que si nous regardons sur la première colonne, nous pouvons bien regarder comment est-ce que la quantité de microbes donc, est ainsi donc diminuée et progressivement avec l'alcool qui sera comparé au degré d'efficacité avec les autres au point de départ, ici, regardez, de 6,04
Et on est arrivé donc au 5e jour. Ici, quand on prend au 1er jour, au 5e jour, comment est-ce que nous sommes en train de diminuer donc cette flore que l'on a rencontrée sur la peau. On est parti avec le triclosan. On est en train de regarder comment est-ce que l'efficacité se fait. Ici, j'aimerais que chacun d'entre nous se concentre sur quelque chose. Ici, les 4 premières lignes, là où nous avons l'alcool à ce niveau, le triclosan, la chlorhexidine, la polyvidone, comparé au savon doux. Et nous pouvons nous rendre compte un tout petit peu qu'avec le savon doux, le degré de réduction que nous avons n'est pas aussi meilleur que pour tous les autres que nous avons ici donc au-dessus. Et ceci, c'est une chose assez étonnante pour nous et assez intéressante parce que il y a divers types de savons. Lorsque nous nous intéressons à pouvoir acheter les savons ou les intrants qui doivent entrer dans l'hygiène des mains au niveau d'une institution hospitalière, nous pouvons nous rendre compte nous-mêmes que, oh, voilà, ceci est plus efficace que l'autre. Et en ce moment-là, nous devons regarder les produits qui ont été validés et les produits qui ont été validés par le pays ou par l'institution ou par le ministère de la Santé pour que nous puissions essayer d'en prendre qui sont les plus efficaces. Et regardez avec l'alcool 70%, lorsque nous avons l'effet est tout à fait extraordinaire. Ainsi donc, quand nous sommes allés au niveau de la recherche pour regarder ce que les uns et les autres ont fait, nous allons nous réaliser que dans beaucoup de pays, et même l'OMS le recommande, on a poussé beaucoup plus pour l'utilisation des solutions qui sont à base d'alcool et nous allons voir cette efficacité, comment est-ce qu'elle est encore plus grande. Permettez-moi de pouvoir continuer pour pouvoir présenter les prochains résultats. Alors, ici, j'aimerais bien mentionner que le prérequis d'une méthode, je vais rentrer à la présentation des résultats, en disant le prérequis d'une méthode idéale pour cette désinfection va pouvoir être quoi? Nous allons pouvoir le retenir ensemble. Lorsque nous mettons une méthode pour qu'elle puisse réduire justement la flore qu'il y a au niveau de nos mains, elle doit être capable, cette méthode capable d'éliminer la flore transitoire, la flore commensale résidente et avoir une efficacité rapide. Regardez au nombre de jours que nous avons, comment est-ce que nous pouvons réduire le temps que nous passons lorsque nous faisons notre procédure. Si ça va au-delà de la procédure et que la réduction n'est pas assez efficace, on ne pourra pas considérer. Il faudra avoir une efficacité qui soit durable. Lorsque nous avons utilisé cette méthode et qu'il y ait une rémanence de ce produit qui permet de maintenir les mains pendant longtemps, un tout petit peu réduit en quantité de germes qui sont dessus. Ne pas induire des résistances bactériennes. Et ceci est très important. Il faudra qu'elle puisse être bactéricide, fongicide, virucide et être également facilement accessible. Et enfin, on dit qu'il ne faut pas qu'elle puisse être agressive pour les mains. Permettez-moi de rentrer à la dia qui est tout à fait au-dessus, que nous avons vu ensemble. Il existe des produits qui ne sont pas très bons pour nos mains. Et l'exemple, nous avons vu par exemple pour le chlore. Nous allons revenir là-dessus en discutant que le chlore, certaines personnes manifestaient une certaine irritabilité au niveau de leur peau. Donc, ces critères ici sont très importants dans l'analyse que nous allons faire, la discussion que nous allons faire ensemble pour ce qui est de l'Afrique. Ce que les autres ont fait pour l'Afrique. Rappelez-vous, éliminer la flore transitoire, éliminer la flore commensale, avoir une efficacité rapide. Ça veut dire que lorsque nous faisons cette méthode-là, elle nous permet de pouvoir éliminer rapidement ces germes parce qu'il ne faut pas qu'elles traînent trop longtemps, sinon ça va prolonger aussi le temps que nous allons pouvoir prendre pour pouvoir terminer une série de malades ou une file de malades qui est au milieu de nous parce que nous devons passer dans une consultation ordinaire d'un malade à un malade et que la méthode prend longtemps, eh bien, nous n'allons pas terminer en ce moment-là une consultation. Les gens vont grogner dehors et nous allons, nous, en ce moment-là, perdre la qualité de soins qui est donnée. Je répète que nous avons dit avoir une efficacité durable. Vous avez une certaine rémanence de ce produit qui peut rester et qui essaye de pouvoir éliminer ou éliminer encore ce produit. Les germes qui peuvent encore venir ou rester résiduels sur nos mains. Parce que, rappelez-vous, le temps de contact est un temps très important. Continuons pour dire
ici, elle ne doit pas induire la résistance. Je réinsiste sur ces choses parce que quand nous allons parler de la cendre, quand nous allons parler de la sève de papaye, qu'est-ce qui est comme recherche actuelle? Eh bien, chacun d'entre nous devra dire un mot autour de cela parce que c'est des questions qui nous ont été posées dans d'autres sessions antérieures. Être bactéricide, ça veut dire qu'il faudra avoir ici des prélèvements qui ont été faits et on est allé au laboratoire, on a vu que telle bactérie est sensible à ce produit ou tel fungus, ça veut dire les champignons, tel champignon est aussi sensible, tel virus est aussi sensible et les différents types de virus, vous en savez, ceux qui sont capsulés, ceux qui ne sont pas donc capsulés, enveloppés, ainsi de suite. Nous allons donc revenir là-dessus. Facilement accessible. Est-ce que l'Afrique, avec les moyens que nous avons, nous pouvons être, nous, des personnes capables de pouvoir produire, distribuer, que tout le monde puisse être à ce moment-là capable de pouvoir avoir. Donc, je crois que ceci est très important. En Afrique, maintenant, parlons un peu de ce dont on parle beaucoup. Est-ce que les dérivés des plantes que nous avons peuvent nous permettre en ce moment-là de pouvoir agir quelque part? Dans les différentes recherches qui ont été faites sur les plantes médicinales, on a dû trouver que certaines plantes ont justement, certaines plantes essentielles, ça veut dire qu'ils produisent des essences, qui produisent des huiles essentielles, ont aussi des pouvoirs antifongiques, bactériostatiques, bactéricides, et ici, d'autres ont aussi des effets sur des germes antibiorésistants. Et plusieurs recherches ont été faites donc dans plusieurs pays. Je n'en ai plus que 2 pour les besoins de la cause pour dire nous devons nous focaliser ensemble dans la discussion sur les recherches. Qu'est-ce qui a été fait dans mon pays? Je ne sais pas seulement l'expertise congolaise ici, il y a probablement d'autres gens qui ont joint d'autres pays. Dans mon pays à moi, dans ton pays à toi, qu'est-ce qui est fait? Nous allons voir les défis qui vont pouvoir nous interpeller là-dessus. Donc, je disais par exemple que nous devons revenir ensemble pour dire maintenant quelque chose par rapport à la cendre. Les cendres que nous avons et qui sont récoltées des bois ont un pH qui est très élevé et ce pH avoisine même 12. Donc, ils ont un effet alcalinisant. Vous et moi n'avons pas fait une recherche de prélèvement des cendres parce que quand nous parlons des cendres de bois, il faut prendre tel type de bois que nous avons brûlé. La cendre a été produite et on va en ce moment-là tester la composition de la cendre. On va pouvoir avoir la composition pour savoir quels sont ces produits qui sont dans cette cendre-là. Est-ce que c'est des produits qui sont à base de calcium? Est-ce que c'est des produits qui sont à base de toute autre chose? Qui ont un effet à pouvoir éliminer justement les germes que nous avons. Si nous allons à l'Internet, si nous allons dans les publications de ceux qui font l'agriculture, ils utilisent la cendre pour pouvoir alcaliniser le sol lorsque le sol est un sol qui est à tendance acide, ce qui n'est pas favorable aux plantes qui doivent produire. Donc, du fait de la composition des cendres, il faut que vous et moi, nous puissions nous mettre d'accord pour dire, OK, nous avons brûlé telle quantité de cendres que nous avons obtenu pesée, et cette quantité de cendres ici, sa composition est faite de ceci et de cela, et nous avons pris par exemple un échantillon, par exemple des germes prélevés au niveau de la peau, et dans le milieu de culture que nous avons ramené ceci, nous avons vu que la cendre a pu réduire d'autant et le nombre de colony forming units que nous avons, qui ont germé sur ce milieu de culture, et d'autant. On peut calculer le périmètre d'élimination ou le périmètre du disque comme on fait dans l'antibiogramme et regarder aussi la mesure pour voir combien ont été éliminés ou à quelle dimension cela a été éliminé. Chers collègues, c'est très important que nous puissions nous rendre compte de l'importance de la recherche ici. J'aimerais bien, à cette étape ici, avant de continuer, ouvrir le micro pour que je puisse poser la question. Nous avons le choléra dans certains milieux. Est-ce que des amis qui sont ici, Dr Dickson, j'aurais besoin de votre intervention ici. Probablement qu'il faudra que je retire ma présentation. Je préfère que ce soit interactif pour que j'entende quelles sont les mesures qui ont été prises et par rapport à l'hygiène des mains, y a-t-il eu une recommandation de ce genre-ci? Parce que dans l'enfance, il nous est arrivé que nous, dans l'enfance, dans les milieux où nous avons grandi, on nous disait, vous pouvez utiliser la cendre pour faire l'hygiène des mains avant que nous ne puissions continuer.
Je l'aurais aimé interactive. Et si quelqu'un est prêt, il peut lever la main. Dr Dickson va pouvoir nous aider. Je vais éteindre ma caméra pour faciliter que Dr Dickson puisse aussi identifier les uns les autres. Docteur, je ne sais pas si vous pourrez voir alors que ma présentation est en place ou faut-il que je la retire? OK, merci, docteur Valérie. Chers collègues, la préoccupation est là sur la table. Celui qui a un commentaire, quelque chose à dire peut se manifester. Ainsi, nous allons continuer cette présentation. Oui, professeur Ali, allez-y. Ils peuvent ouvrir aussi, poster dans le chat box s'ils ne peuvent pas ouvrir. Comme ça, on a la réponse. Merci, Dr Dickson. Merci, Dr Kazadi, pour la question. Je n'ai pas de réponse dans le cas de choléra, mais j'ai un souvenir. J'ai un souvenir lors de mon adolescence. En terminant l'école primaire, c'était la rébellion mouléliste. Eh bien, on manquait de tout. Pendant les 8 mois où cette rébellion a duré là où j'étais, on manquait de tout. Et les habits étaient lavés avec la cendre et on a utilisé aussi les feuilles de papayer. Donc, je peux déjà aller dans le sens de ce qui vient d'être expliqué, mais pas dans l'hygiène des mains comme telle. Je n'ai pas souvenir. Mais est-il qu'on a utilisé la cendre, on a utilisé aussi les feuilles de papayer pour laver les habits. Voilà un témoignage que je peux apporter maintenant. Merci, professeur. Merci pour votre témoignage. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre qui a de l'expérience à partager? Professeur, vous avez gardé la main levée. C'est une ancienne main ou une nouvelle? Oui, chers collègues. Et docteur Dickson, s'il n'y a plus quelqu'un, nous allons essayer de continuer, nous allons nous poser des questions. Professeur, je suis très content de cette expérience que vous donnez. Personnellement, j'ai eu aussi cette expérience et ici, professeur dit, il ajoute quelque chose de très important. Il dit que à leur époque, il leur était conseillé de pouvoir aussi laver les habits avec les feuilles ou la sève de papayer. Donc, la sève de papayer, nous en avons eu une expérience et il nous a été recommandé, nous également, dans notre jeune âge, de pouvoir utiliser cela pour faire l'hygiène des mains parce qu'il y avait du choléra dans les environs. Lorsqu'on prend la sève de papayer, elle est une sève qui est savonnante, elle est moussante. Est-ce que c'est pour la raison, est-ce que c'est du fait de la raison que nous voyons qu'elle est moussante, que nous pouvons accepter, que nous pouvons l'utiliser pour l'hygiène des mains, mais pour le nettoyage des habits, le professeur peut en donner l'expérience, nous l'avions fait aussi et les habits devenaient, ce qu'il y avait comme tache sur les habits était parti et nous pouvions en ce moment-là utiliser. Donc, il est très important de rentrer sur les plantes médicinales et de pouvoir avoir une certaine discussion autour de cela. J'ai pu ouvrir cette version ou ce trou pour que nous puissions voir ce dont nous allons voir dans quelques recherches qui sont données. Alors, j'ai laissé sciemment ouvert pour que nous puissions discuter quelques recherches en Afrique. Ici, je parle du Maroc et je parle de l'Algérie. Artemisia mesatlantica. Et on dit effet fongique, antifongique plutôt, et effet antibactérien. C'est au Maroc. C'est une recherche qui existe en ligne et chacun d'entre nous peut voir quel type de germe auquel cela est sensible. Pourquoi ai-je laissé cette plage ici vive? Je crois que de plus en plus, lorsque l'expertise congolaise en prévention et contrôle des infections
fait des présentations comme d'autres ailleurs, la perspective est de nous pousser à aller mener des recherches pour voir ce que nous pouvons faire. Et la recherche actuellement se fait de façon multidisciplinaire. Vous et moi, nous sommes du domaine médical. Qui est-ce qui connaît les plantes? J'ouvre le micro pour que chacun d'entre nous puisse essayer de répondre. Qui connaissent les plantes? Parce que nous regardons les perspectives africaines. Qui est-ce qui connaissent les plantes dans notre milieu? Je vais attendre et nous allons discuter sur le reste. Je vais fermer la vidéo et laisser Dr Dickson conduire cette partie ici. Qui, dans notre milieu, s'occupe des plantes ou a des connaissances sur les plantes? Merci. Dr Dickson, à vous la parole. Merci, merci, Dr Valérie. Chers collègues, la question est posée. Qui connaît les plantes? Maman aussi connaît les plantes. Bon, qui a une réponse? Allez-y, chers collègues, interagissons, levons la main ou écrivons dans le chat. Docteur Disson, j'ai demandé la parole. Allez-y, professeur, allez-y. Oui, à la question du docteur Valérie, qui connaît les plantes, bon, je ne sais pas si c'est les plantes uniquement dans le cadre de lavage de mains ou bien dans d'autres domaines, parce que la plante qui est affichée là-bas, Artemisia mesatlantica, je ne la connais pas, mais Artemisia annua, celle-là, je la connais avec beaucoup d'applications dans la lutte antipaludéenne. Je suis très heureux d'entendre que le professeur pose la question, quelle est l'étendue de connaissances que vous voulez nous puissions vous apporter sur les plantes? Donc, voyez-vous, quand on parle des plantes, on va parler du trait de la grande forêt et on doit aller progressivement en train de réduire pour aller à une plante spécifique. Parce que toutes les plantes ne sont pas des plantes médicinales. Ou probablement qu'elles le sont et que notre connaissance n'est pas assez avancée là-dedans. Professeur, j'élargis le spectre avant de pouvoir rentrer à celles-là qui sont spécifiquement médicinales. Qui, dans notre milieu, connaît les plantes? Quelle est la personne? Quelle est sa qualification dans notre milieu où nous sommes? Quelle est la personne qui connaît les plantes? Parce que nous parlons de perspectives pour l'Afrique. Est-ce que les perspectives pour l'Afrique vont se faire avec professeur Ali, avec Didier Ambongo, avec Dickson ou avec quelqu'un d'autre? C'est nous qui allons nous mettre autour de la chose. Parce que la question nous a été posée, quelles sont les perspectives africaines? Oui, professeur, chers collègues, la session est ouverte. Cette interaction nous permettrait de gagner énormément. Bien, si je peux ajouter, je ne connais pas le nom scientifique des Lumba Lumba, qu'on appelle les Lumba Lumba. Je ne sais pas si Dickson ou bien Valérie connaît ça. Eh bien, cette plante-là, les mamans l'utilisaient ou l'utilisent encore pour faire de lavement. Les lavements, quand les enfants mangent, on craint ceci ou cela. Les mamans, habituellement, utilisent les lumba lumba dans de l'eau tiède, font de lavement à leurs enfants, mais avec précaution, elles préparent déjà la nourriture. Après le lavement, les enfants mangent parce qu'ils tremblent. Mais c'est après qu'on a découvert que cette plante, qu'on utilise aussi dans la cuisine, que cette plante entraîne des hypoglycémies. Hein? Donc, on l'utilise pour faire les lavements et ça peut entraîner des hypoglycémies, on ne le savait pas, mais quand on fait ça, on vous donne à manger juste après parce que vous tremblez. Je ne sais pas si quelqu'un est passé par cette expérience. Voilà mon apport. Docteur Dickson, dans le chat, il y a quelques interventions. J'aurais aimé que vous puissiez aussi les adresser à cet instant. Ça nous aiderait énormément. Ok, nous arrivons. Attendez. Bon, c'est une question de Dr Didier qui demande un peu de savoir pourquoi on s'acharne à éliminer la flore résidente
aussi longtemps que la flore résidente est commensale. Mais il affirme aussi c'est vrai qu'il a entendu parler de l'utilisation de la cendre, mais qu'il n'a pas jusque-là vu une littérature allant dans ce sens. Il y a aussi le grain de papaye, comme d'autres ont commenté dans le chat, qui sont utilisés comme amoébicide, bien qu'il n'y a pas d'évidence scientifique. Merci beaucoup. Et l'intervention au-dessus disait, c'est les tradipraticiens qui connaissent les plantes. Vous avez les agronomes qui connaissent les plantes. Vous avez les personnes formées en pharmacie qui connaissent qui connaissent aussi les plantes. Donc, chacun a son domaine de connaissance des plantes. Et j'ai entendu dire une belle réponse, nos mamans. Nos mamans, d'où est-ce qu'elles ont tiré tout cela? Il y a une transmission que nous avons eue de génération en génération et qu'au jour d'aujourd'hui, quand on aborde ces aspects, nous avons une répulsion totale par rapport à ces aspects. Le professeur a dit lumba lumba. C'est des sortes de basilic. Et les basilics, il y en a de plusieurs sortes et avec des noms scientifiques différents. Il y en a qu'on utilise dans la cuisine, comme le professeur a dit. Il y en a aussi bien d'autres qui sont utilisés pour le traitement de certaines maladies infectieuses, mais aussi d'autres qui peuvent être utilisés justement. On va pouvoir les frotter aux mains pour pouvoir essayer de pouvoir diminuer d'après la tradition. D'après ce qu'on a reçu du grand-père, d'après ce qu'on a reçu de celui-là qui nous a précédés et qui a vécu au village. Et lorsque nous nous déplaçons allant donc au village, il y a des choses que nous allons en ville, il y a des choses que nos mamans ont gardées des grands-mères et au jour d'aujourd'hui, d'autres sont en train de disparaître. Et pourtant, il y en a qui peuvent avoir valeur utile pour notre société par rapport aux moyens limités que nous avons. Et pourtant, cela peut aussi être un pan qui peut être ouvert pour que je puisse faire mon master, pour que je puisse faire mon PhD, pour que je puisse faire mon diplôme en domaine de ceci et de cela. Et je peux aborder certains dans la recherche scientifique. Nous allons voir quels sont les défis. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, chers amis qui êtes intervenus. Je crois que nous allons enrichir davantage avec ce qui viendra encore un peu plus tard dans le chat box. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris quelques exemples. Le professeur a parlé d'Artemisia, un autre type d'Artemisia. Donc, il y en a plusieurs. Les Artemisia, il y en a plusieurs. Et ici, nous avons les Atlantica. Qui va faire la différence entre l'un et l'autre? Parce que notre connaissance étant limitée, nous devons nous approcher et ouvrir notre perspective et notre intelligence vers les autres sciences et ne pas vivre en vase clos pour penser résoudre le problème. Ça, c'est une étude qui a été faite ici en Algérie. Et ici, nous avons avec Pistacia atlantica des, nous avons ici des éléments qui ont été retrouvés, une recherche bien fournie et ici, cette plante a un pouvoir antifongique et antibactérien. Et on l'a essayé sur quelques germes. Quand nous venons pour publier, notre protocole de recherche devra dire, eh bien, nous travaillons sur ceci, sur cela. Et dans les faits, c'est que nous avons rencontré c'est ceci, c'est cela. Et nous avons vu que notre produit a été sur tel germe, pour ne pas arriver en ce moment-là à pouvoir faire une généralisation sans que l'on ait des évidences. Escherichia coli a été testé, Enterobacter cloacae a été aussi testé, et Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, et voilà des germes sur lesquels on a essayé. Et d'autres, comme le Staphylocoque aureus que nous connaissons, c'est un staphylocoque qui vit sur la peau. Ensuite, je n'aimerais pas anticiper, mais pour dire qu'il est aureus là-bas, nous vivons avec lui, il est commensal, il est sur nous, il n'est pas nocif sur nous, eh bien, nous pouvons le transférer chez un patient chez qui il devient nocif. Pourquoi éliminons-nous cette forme qui pourtant est commensale? On ne peut que s'y acharner parce que si chez moi il est devenu commensal, que nous avons cohabité et que nous avons tissé de bonnes relations, il n'est pas dit qu'il va avoir de bonnes relations avec celui chez qui je le transfère. Chez moi-même, lorsque j'ai une coupure, il peut arriver à pouvoir être aussi celui-là qui infecte ma peau et qui infecte ma plaie, j'allais dire. Et en ce moment-là, cela peut poser problème. Pour avoir travaillé sur l'Inteta, l'Inteta,
qui sont considérées dans les zones du Kasaï comme étant des pathologies d'origine mystique, d'origine surnaturelle. Et les gens, la première étude que nous avons menée, c'est que nous avons fait des prélèvements et nous sommes allés au laboratoire et on a dû examiner avec la sensibilité aux antibiotiques pour déterminer quel type de germes que nous avons. Et il est arrivé que nous avons trouvé le Staphylococcus aureus. Mais cela peut avoir contaminé la peau parce que celui-là, il est incommensable que nous avons sur notre peau. Nous vivons, c'est une flore résidente. Donc, j'aimerais dire que le type de recherche que nous allons mener ici peut nous permettre également d'adresser bien, oui, ces germes ici sont des germes qui sont des résidents sur la peau. Les autres sont ceux-là qui viennent s'ajouter après, que nous avons empruntés et qui nous sont donc arrivés. Je précise que le domaine de la recherche demande que nous puissions affiner notre protocole de recherche et être aguerris pour pouvoir présenter aussi ces résultats là où nous sommes, dans la province où nous sommes, dans le pays où nous sommes, pour permettre à ce que cette recherche puisse nous permettre d'aller de l'avant. Chers collègues, je dis que je n'ai plus que 2. Il y en a plusieurs au Cameroun, en RDC, il y en a plusieurs qui sont là. Mais notre devoir est de nous concentrer autour de cette expertise en PCI pour voir si nous pouvons écrire des protocoles de recherche, si nous pouvons chercher les fonds qui vont permettre à ce que nous puissions arriver à continuer ces recherches pour voir ce qui peut être fait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans tous ces produits ici? Vous avez des alcools, vous avez des phénols qui sont là-dedans. Donc, dans chaque produit ici, dans les essences qu'on va prélever, il faudra déterminer la nature des produits que l'on penserait être principes actifs qui agiraient soit comme bactéricide, soit comme bactériostatique, et comme fongicide, ou comme donc, un effet donc, sur les champignons, ou celui-là qui agit sur les virus. Cette plage nous interpelle à pouvoir nous lier tous ensemble, non seulement avec les tradipraticiens, non seulement avec les agronomes, non seulement avec les phytothérapeutes, non seulement avec les agronomes, les pharmaciens, et cela permet parce que les méthodes la méthodologie d'extraction, le milieu dans lequel vit la plante, son écosystème influence beaucoup la concentration des différents produits qui sont là-dedans. Lorsque c'est cultivé en hauteur, dans les montagnes, lorsque c'est cultivé en bas, en tout cas, la composition de ce qu'il y a à l'intérieur varie d'un milieu à un autre. Chers collègues, qu'est-ce que nous pouvons dire encore? Parce qu'il faudra chuter pour nous permettre de pouvoir avoir une discussion. Les défis que nous rencontrons dans ce travail que nous faisons, dans les publications que nous avons compulsées, c'est qu'il y a un intérêt réduit pour les plantes médicinales. Avec la notoriété et la puissance des firmes pharmaceutiques, je dis préétablies, je dirais établies, il devient assez difficile que nous puissions trouver des choses qui sont tout à fait originales parce que nous sommes déjà soumis à un envahissement de ce qu'il y a sur le marché. Et pourtant, rappelons-nous tous ensemble qu'avec la COVID, la traversée des frontières a été très difficile pour certains produits. L'OMS, Africa CDC et bien d'autres organisations ont dû créer une plateforme d'approvisionnement en intrants médicaux parce que c'était difficile de traverser les frontières. Est-ce que la condition de COVID-19 n'est pas une condition qui nous doit nous ouvrir les oreilles pour que nous puissions regarder, produisons local pour essayer d'aller de l'avant? Qui va financer cette recherche? Rappelons-nous que tous les résultats des recherches sont à publier. Même quand une recherche n'a pas abouti, pour permettre à d'autres de pouvoir prendre des précautions et ne pas se lancer dans la même aventure. Lorsqu'une recherche n'a pas été probante en termes de résultats positifs, la tendance est de pouvoir cacher les résultats. Et pour ce qui a été fait comme recherche que nous avons trouvé, les ressources sont presque inexistantes pour traduire la recherche en production. La recherche en production économique, en quantité industrielle, parce que les firmes pharmaceutiques ne sont pas aussi ouvertes à ça et les conditions de nos économies. Docteur Valérie, vous êtes là? Oui, cher docteur. Et pour terminer, la rareté des compétences pour mener à bien les recherches. Nous n'avons pas les compétences. Et les compétences qui existent sont très limitées. Ces compétences sont tellement chères qu'elles sont très sollicitées. Et que pour pouvoir nous prendre,
il devient assez difficile. Chers collègues, quelques références qui ont été données, nous en ajouterons davantage, mais nous vous disons merci et pour votre attention. Le débat est ouvert. Quelle est la perspective pour l'Afrique? Pour ce que nous avons comme produit? Qu'est-ce qu'il y a dans la papaye? Qu'est-ce qu'il y a dans la sève de papaye? Qu'est-ce qu'il y a dans la cendre? Qu'est-ce qu'il y a dans d'autres produits et d'autres plantes essentielles que nous avons dans notre milieu pour pouvoir travailler et permettre à ce que l'Afrique puisse prendre aussi une position parce que nous avons la forêt, nous avons les plantes. À vous donc, Dr. Dickson, et à chacun d'entre nous, nous sommes ouverts pour les questions. Merci, merci, Dr. Valérie. Ces partages très, très, très intéressants et surtout qui nous poussent à réfléchir encore 2 à 3 fois de qu'est-ce que nous faisons de toutes les connaissances que nous avons acquises de nos ancêtres, de nos parents et comment aujourd'hui nous pouvons le mettre à jour avec la technologie actuelle que nous avons en faisant des études un peu plus approfondies. Chers participants, chers panélistes, nous vous donnons la parole. C'est lui qui a quelque chose à ajouter. C'est une session très interactive. Professeur Ali, est-ce qu'on peut activer le micro de M. Suleiman? Est-ce possible? Oui, on peut demander à la technique, à Kanika, de pouvoir le faire. Je pense que c'est possible. Merci, merci, professeur. Si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y, professeur. Eh bien, la première chose, c'est d'abord remercier et féliciter Dr. Valérie. Je n'ai aucun doute, il est resté le même. C'est quelqu'un qui tire du terrain tout ce qu'il illustre de la science qu'il lit et qu'il pratique, et il le compare bien à ce qu'il fait dans le terroir et ce qu'il rencontre partout où il est passé. Docteur Valérie, en tout cas, félicitations. Moi, ça m'a beaucoup plu de vous entendre évoquer tout ce que vous avez évoqué et surtout stimuler à nous des souvenirs lointains pour illustrer ce que vous disiez. En tout cas, je vais intervenir après s'il y a d'autres questions. J'ai vu la question, là je laisse au modérateur parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi s'acharne-t-on à la flore résidente? Pourtant, elle est commensale. Bon, là, je rappelle une question qui n'a pas eu réponse et le modérateur pourra demander à quelqu'un de répondre plus tard. Merci. Merci, professeur. Merci. Je pense que Dr. Valérie l'a souligné un moment dans sa présentation, mais il faudra que Dr. Valérie revienne un peu sur cette question une fois de plus pour aider tout le monde à avoir le même niveau de compréhension, surtout que nous voulons tous sortir de cette session avec la même idée et les mêmes objectifs pour l'avenir. Et aussi quelques commentaires de collègues qui disent que il y a plusieurs plantes médicinales, bien que le nom scientifique semble difficile, par moment, on le connaît que par nos noms traditionnels. Par exemple, Esanga Moja, beaucoup le connaissent, qui soigne la fièvre et la diarrhée. Mais docteur Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire aussi en ce qui concerne les gens qui disent qu'il serait mieux de recueillir du cendre propre? Êtes-vous de cet avis ou non? Et comment on peut faire pour avoir du cendre qui est propre? Merci. Merci beaucoup, Dr. Dickson. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais tout de suite dire que pour la première question posée, c'est que la flore qui est commensale chez moi, je cohabite avec elle en paix. D'ailleurs, ça s'appelle une paix armée. C'est une paix armée. Ça veut dire que moi,
À un moment donné, lorsque je serai en déséquilibre, par exemple, au niveau de ma santé, je suis diabétique et j'ai en ce moment-là une défaillance du point de vue de mon immunité, ou pour l'une ou l'autre raison, mon immunité est battue en brèche. En ce moment-là, ce germe avec qui je vivais dans l'armée, dans une paix armée, j'allais dire, dans une paix dans le commensalisme, moi, je vais pouvoir baisser et en ce moment-là, le germe va m'agresser, il va me dominer. Nous vivions en paix armée. De l'autre côté, si par exemple, je transférais ça à un patient, ma défense à moi n'est pas la défense du patient. En transférant chez l'autre patient, ce germe-là peut devenir un germe malfaisant. Donc, c'est très important, il devient nuisible chez l'autre. Nous devons éliminer pour ne pas les transmettre chez les autres, parce que c'est avec nos mains que nous travaillons. Nous n'aimerons pas transverser et cette contamination croisée, on peut la prendre chez un patient et l'amener chez un autre patient. Chez l'autre patient, en Irak, par exemple, dans le travail que nous avons eu à faire dans un centre de traitement donc, chirurgical des plaies traînantes pendant longtemps, on a dû trouver qu'il y avait des germes qui étaient antibiorésistants. Ces germes qui étaient antibiorésistants, probablement chez le patient restait avec pendant des années, ça ne le dérangeait pas. Mais rappelez-vous que c'est un germe antibiorésistant. Quand il va aller de l'autre côté, et on va pouvoir propager les germes antibiorésistants, alors qu'on doit soigner une autre maladie chez quelqu'un d'autre avec les mêmes antibiotiques, il ne va pas répondre. Parce que cette personne-là a eu aussi à prendre un germe qui peut lui causer une maladie. Voilà la raison pour laquelle nous nous acharnons à pouvoir, je n'appelle pas ça un acharnement, nous respectons les règles scientifiques de façon à donner des soins qui sont sécures, dans une sécurité, et prévenir ainsi la transmission des infections. Recueillir la cendre propre, effectivement, c'est vrai, parce que cette cendre que nous avons doit être une cendre, je rappelle cela, avec laquelle nous allons mener des recherches. Nous allons faire un effort pour que cette cendre puisse tomber sur une plateforme qui la recueille et qui permet à ce que ce n'est pas mélangé avec la terre et bien d'autres choses, parce que quand c'est mélangé avec la terre, rappelez-vous que vous avez les spores du bacille tétanique qui peuvent être là-dedans et bien d'autres. Ça veut dire que nous allons prendre des germes qui vont aller sur nos mains et qui vont aller de l'autre côté. Mais c'est une procédure validée. Quand nous parlons maintenant, c'est dans la recherche. Je ne parle pas de l'utilisation dans la communauté présentement. Ça nous a été conseillé, nous l'avons appliqué. À quel degré ça a été efficace, c'est l'objet de notre recherche. Oui, la cendre doit être propre et prélevée. Et idéalement, lorsque nous l'avons prise, avant de pouvoir l'utiliser au laboratoire, nous pouvons aussi la passer à la stérilisation. J'explique pourquoi. Nous avons eu à faire le travail sur le Mycobacterium smegmatis. Nous travaillons sur la réaérosolisation du Mycobacterium, tout en pensant que s'il est prouvé que le Mycobacterium peut être réaérosolisé, ça veut dire qu'une fois qu'il s'est déposé sur une surface, pour l'une ou pour l'autre raison, même en secouant des draps, lorsque nous arrangeons les lits, ou lorsque nous balayons, nous le remettons en circulation. Est-ce qu'il peut rester et est-ce qu'il peut être contagieux? Est-ce qu'il peut être contaminant, j'allais dire? Ici, nous avons fait cette recherche-là. Et la poussière que nous avons prise dans le plafond, nous l'avons amenée à la stérilisation pour éliminer complètement tous les germes que nous pouvions avoir là-dedans. Et ça a été passé au poupinel, au four, parce que si vous l'amenez à l'autoclave, ça va pouvoir s'amasser. Il faudra casser après, alors que vous avez besoin de graines très, très fines et que la poussière des plafonds est très fine quand elle s'y dépose. J'ouvre ici tout simplement dans le cadre de la méthodologie de recherche pour dire oui, si la poussière, nous l'avons prise dans le toit, pour aller l'amener dans les milieux de culture, vous allez avoir des germes de colonisation qui vont être là-dedans et le jet et d'autres que vous utilisez ne vont pas vous permettre d'avoir de bonnes recherches. Oui, il faut recueillir une bonne cendre et cette cendre, si c'est pour la recherche, doit passer à la stérilisation dans la méthodologie de recherche scientifique. Je m'excuse pour la longueur de la réponse. Oui, docteur Dickson, une autre question s'il y en a une. Merci, docteur Valérie, pour tous ces éclaircissements. C'est vrai que moi aussi, j'ai un souvenir de l'utilisation de plantes qui ne remontent pas à l'époque de Pierre Moulélé, qui remonte plutôt à l'époque de l'Afdel. Je sais que nous avions aussi, même à Kinshasa, utilisé de manière quotidienne la sève
de papaye pour nettoyer les habits et c'était efficace. Et aussi une contribution telle que les autres collègues le disent dans le chat, que c'est vraiment très important de mener des études pour connaître le principe actif se trouvant dans les cendres et autres plantes citées dans l'exposé. C'est vraiment un défi qui est lancé. Bon, apparemment, nous commençons à manquer de questions. Et professeur, on a... La main de Suleiman est toujours là. Oui, le micro. Si Kanika ne peut pas nous aider de ce côté-là pour qu'il pose sa question. Et certes que Suleiman nous précise Je que vais essayer de pouvoir ouvrir son micro de mon côté. J'espère que ça pourra marcher. Suleiman. Je vais tenter d'ouvrir son micro, mais il n'est pas très visible. Il n'est pas très visible chez moi. Absolument, il faudra qu'Annika puisse nous aider. Parce que Suleiman a dû donner même des contributions à l'intérieur. Ça fait longtemps que sa main est levée. Can we have the microphone of some participant being open? At this time, even all of them can be open, and then we'll be actually handing that. Thank you. OK. Patientons 2-3 secondes. Espérons que la technique arrive à ouvrir le micro de tous les participants si possible et que nous puissions tous interagir. Mais comme Suleiman l'a souligné, c'est que les personnes formées en pharmacologie et en pharmacognosie ont une très bonne connaissance de plantes et de l'activité de composés secondaires. Mais il faut aussi, la question derrière qu'il faudrait se poser, c'est même s'ils ont cette connaissance, mais où se situe le blocage? Quel est l'obstacle qui les empêche d'avancer et de faire des études allant dans ce sens pour que nous ayons une vision un peu plus claire de tout ça? Merci. Je peux placer un mot là-dessus, Dr. Dickson, c'est que les défis rencontrés sont énormes, notamment que nous devons aller prélever ces plantes, nous devons avoir un protocole de recherche, il faut un financement. Les étapes sont tellement nombreuses que les recherches de laboratoire sont coûteuses par rapport au milieu dans lequel nous vivons. Et cela peut prendre des années pour pouvoir terminer. Il faut que des gens soient capables de mettre de l'argent. Et en retour, lorsque ces résultats sont probants, ça peut servir en ce moment-là à la population. Donc, par exemple, dans le ministère que nous avons, le ministère de la Recherche scientifique et le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture peuvent collaborer dans la recherche opérationnelle. Mais les fonds qu'il y a pour la recherche opérationnelle sont souvent des fonds qui sont insuffisants et ne nous permettant pas de pouvoir en ce moment-là faire face à cette situation qui nous permet de pouvoir donc mener les recherches jusqu'au bout. Les facultés de pharmacie et de pharmacologie existantes, quelles sont leurs coutumes et quel est le degré de collaboration de ces facultés-là avec la faculté de médecine, avec la faculté des sciences infirmières, avec toutes les autres facultés qui s'adressent donc ou qui adressent le problème de la santé. Voilà là où se trouve le problème. Il faudra que nous puissions essayer de faire une coalition. J'ai dû insister sur la multidisciplinarité de ces équipes qui travaillent autour de la recherche pour nous permettre que dans la perspective qui vient, que nous puissions avoir des choses. Il y a des résultats déjà qui existent, mais comment les transposer en une rentabilité économique parce que l'investisseur viendra avec son argent, il voudra retirer, ce n'est pas de la charité. Celui qui fait la charité, c'est l'État. L'État peut faire la charité afin de pouvoir faire avancer le pays et ça fait partie des brevets qui peuvent être obtenus et qui peuvent rapporter énormément aussi à l'État. Donc, nos États doivent absolument, en collaboration internationale, essayer de pouvoir faire ce travail-là parce que si le laboratoire n'est pas situé, mais d'autres laboratoires sur le plan continental, régional, sur le plan international, peuvent nous aider à pouvoir arriver à mener ces recherches. À vous, Dr. Dickson ou professeur.
Merci, docteur Valérie. Il y a une préoccupation aussi au niveau du questionnaire, parce que la question du collègue dit qu'on ne peut pas parler de la résistance antimicrobienne sans au préalable qu'il y ait contact entre la bactérie et l'antibiotique. Alors, est-ce que ne craignons-nous pas aussi l'éclosion d'une antibiorésistance avec l'utilisation de gel, de solutions hydroalcooliques pour l'usage de main? D'après sa composition, elle ne contient des antibiotiques. Je crois que c'est des éléments dont il faut tenir compte. Rentrons un peu tout de suite pour dire qu'il existe des domaines dans lesquels une résistance existe. Rappelez-vous que les spores ne vont pas être éliminés par des solutions à base d'alcool. Rappelez-vous que lorsque nous avons les spores, nous allons à la toilette, par exemple, tout en sachant bien qu'il y a des risques que nous puissions, en manipulant les parties du corps qui nous serviraient à pouvoir à ce moment-là nous soulager, que l'on peut aussi en ressortir avec une souillure de nos mains. Ce qui fait que quand on vient des toilettes, il est conseillé de faire l'hygiène des mains avec l'eau et le savon. Et en ce moment-là, cela nous permet de pouvoir aussi éliminer probablement les spores que nous pouvons avoir rencontrés. Parce que ces choses sont très importantes, que déjà les spores résistent à cela. Maintenant, le docteur dit ou le collègue dit qu'il est fort possible qu'en utilisant de façon répétée notre alcool que nous avons au niveau des mains, nous pouvons arriver à créer une résistance ou développer une résistance de ces microbes contre les produits que nous utilisons. Je crois il faut rester ouvert complètement à ça. Les conditions d'émergence d'une résistance ont été évoquées dans les sessions antérieures ici, et que nous devons respecter au préalable ce qui nous est demandé de faire. C'est notamment que là où il faut utiliser, après avoir utilisé à plusieurs reprises donc, le gel ou la solution hydroalcoolique, et lorsque nous sentons que nos mains sont collantes, qu'on enlève le film qui est resté collant parce que vous sentez ça comme étant de la graisse. Et à ce moment-là, l'alcool et la graisse, ça ne va pas réagir de façon à pouvoir vous aider à faire une bonne hygiène de main. Vous utilisez l'eau et le savon pour pouvoir dégager. Donc, il y a énormément de choses où il faut continuer à faire ça, mais rappelez-vous que notre solution que nous utilisons, par exemple, pour l'hygiène des mains et qu'elle a de la glycérine, elle ne va pas être utilisée pour les surfaces. Il faudra une solution qui soit exempte de ces émollients. Parce que ces émollients sont une sorte de graisse, de l'huile, et quand vous mettez sur les surfaces, vous allez créer un film qui aura des biofilms et vous avez la facilité de création à ce moment-là aussi des germes qui sont résistants parce que les doses sont assez faibles qui atteignent ces germes-là et progressivement ils s'habituent. C'est des principes aussi que nous avons dans la création de l'antibiorésistance au niveau des biofilms. Donc ça, je peux donner que c'est des possibilités, mais elles ne sont pas très avérées par rapport à l'hygiène des mains. Parce que, rappelez-vous, l'hygiène des mains, nous éliminons, il est écrit même 99, quelques pourcents en utilisant les solutions hydroalcooliques, mais que nous utilisons aussi l'action mécanique lorsque nous faisons avec l'hygiène des mains, avec le savon. Aussi, quelque peu pour les savons qui sont antiseptiques et d'autres savons sur certains germes. Les savons doux peuvent aussi éliminer les germes en détruisant leur membrane. Donc ici, il faut être très patient par rapport à dire que nous allons tout de suite vers la résistance parce qu'il faudra du temps, il faudra les mêmes produits, il faudra que ce soit les mêmes germes et que ces germes restent pendant longtemps sur votre peau, mais alors que nous en éliminons le plus possible. Donc, il y a un peu de réserve à avoir à cela, mais l'esprit scientifique nous demande de rester ouvert. Je ne sais pas si d'autres panélistes ont un mot à dire. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup pour tous ces mots. Désolé, j'ai eu quelques soucis de connexion, mais je suis de retour à nouveau. Ici, nous avons quelques collègues qui disent que cette présentation est une interpellation pour nous tous. Pensez-vous qu'il serait facile d'obtenir un brevet face au lobbying de firmes pharmaceutiques? Ça, c'est une question auquel on peut réfléchir tous. Je ne sais pas, docteur Valérie, professeur Ali et tous les autres participants et collègues en ligne
si nous avons de pistes, de réponses pour cette préoccupation. Merci. Professeur Ali qui a la main levée, docteur Dickson. Oui, professeur, allez-y. Allez-y, professeur. Je n'ai pas bien compris la question. Comment elle est formulée? La question est de savoir est-ce que ça sera facile d'obtenir de brevets face au lobbying de firmes pharmaceutiques? Oui, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres parce que les firmes, certes, mais nous avons aussi des États. Nos États devraient aussi mettre des moyens pour défendre les produits obtenus par leurs propres scientifiques ou leurs techniciens, leurs inventions. Donc, on doit lutter pour cela. Hein? Je pense que tout ce que nous connaissons aujourd'hui avec dans les problèmes de VIH-Sida, pour la petite histoire, les Français ont été blasés avec les Américains quand l'équipe de l'Institut Pasteur a trouvé le virus. Et les autres ont publié avant pour reconnaître 4 ans après ou 5 ans après la primauté des travaux des Français. Bon, alors de telles attitudes ne permettent pas la collaboration entre scientifiques et nous connaissons les conséquences parce que tout le monde court derrière le prix Nobel en cette attitude. Donc, les habitudes scientifiques qu'il y avait avant, quand vous découvrez quelque chose, vous envoyez à un autre laboratoire qui fait les mêmes études pour savoir si ce que vous avez trouvé est dans la bonne voie ou pas. Eh bien, c'est perdu. C'est perdu. Donc, nos États, si les individus, si les citoyens ne peuvent pas avoir les moyens de se défendre devant les grandes firmes, eh bien, que les États mettent leur poids, mettent les moyens pour défendre les inventions de leurs citoyens. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Rien d'impossible. Permettez-moi de rajouter, professeur, je suis très émerveillé par votre réponse. En Afrique du Sud, il y a plusieurs prix qui sont créés pour pouvoir primer les nationaux. Vous êtes premier dans tel domaine, vous avez fait quelque chose qui a marqué et il y a des annual awards. Donc, il y a des primes qui sont données chaque année, c'est médiatisé pour tel ou tel autre domaine. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous devons nous valoriser. Et il faudra que nous puissions noter que la sévérité dans la méthodologie de la recherche scientifique est très importante, que cette discipline nous permettra de pouvoir présenter des travaux de qualité. Pas pour venir présenter sa nation pour dire qu'elle est meilleure, alors qu'on n'a pas suivi de procédures, mais cela est très important que nous puissions arriver. Je vois que les micros sont finalement ouverts pour tous et je vais m'arrêter par là pour permettre à ceux-là qui veulent intervenir aussi de le faire. Prof, merci. La RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, nous les Africains devons faire un effort pour qu'on ait une conception et déjà au niveau national, on se fait la promotion et on promeut aussi les uns et les autres. Merci bien. Ok, merci docteur Valérie, chers participants. La technique a ouvert le micro de tout le monde. Vous pouvez maintenant intervenir. On va prendre 3 ou 4 intervenants par rapport au temps qui nous reste. La primauté étant au premier venu, M. Souleymane, vous êtes là? M. Souleymane. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, M. Souleymane. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y. Ok, je souhaitais apporter ma modeste contribution sur les éléments liés à la recherche sur les plantes en Afrique. Bon. Dans un premier temps, je voudrais déjà faire savoir que tout ce qui est activité des plantes est généralement lié aux composés secondaires qui sont produits uniquement au niveau des plantes.
et il y a un problème de synergie entre les différents composés. Donc, on peut avoir des effets qu'on retrouve sur les bactéries ou encore sur les virus et autres parasites qui sont des effets synergiques. D'où la nécessité d'avoir des équipes pluridisciplinaires bien établies et des objectifs de recherche définis. Parce qu'en même temps, ces composés secondaires ont un effet hyper important dans tout ce qui est éléments parasitaires, virologiques et microbiens, que sur la régulation de certains paramètres, notamment pour les maladies non transmissibles. Je prendrai le cas exceptionnel du diabète, par exemple. Mais aussi, c'est des plantes, parmi ces différentes plantes-là, il y a des plantes qui sont toxiques. Donc, derrière, il faut avoir des tests de toxicité et pouvoir définir les dosages qui correspondent aux espérances que l'on souhaite. C'est dans ce sens-là que je voulais intervenir et faire savoir que les personnes les plus habilitées à faire ce type de recherche, ce sont les pharmacologues et les pharmacognosistes qui travaillent sur les différents modes d'extraction, les différents types d'extraction, mais aussi l'isolation des différents principes actifs et puis la possibilité de pouvoir les mettre en synergie. Et idéalement, de pouvoir trouver l'aspect le plus facile d'utilisation pour les communautés. Mais c'est un processus qui est assez long parce qu'il faudrait pouvoir mettre ensemble, comme le docteur Valérie le disait tout à l'heure, les tradipraticiens, les tradithérapeutes, les phytothérapeutes et autres, mais aussi de pouvoir, dans cette chaîne-là, avoir des objectifs clairement définis par les personnes qui vont avoir l'utilisation directe de ces résultats-là, donc les personnels de santé, ou du moins ceux qui travaillent dans la santé humaine. En fonction de ces objectifs-là, une équipe pluridisciplinaire peut être mise en place et avoir des résultats assez intéressants. Je prendrai un petit exemple sur ma personne. J'ai la grâce d'avoir fait une licence en pharmacologie avant et j'ai dû travailler sur une plante qu'on retrouve aussi au Congo, le Nyetum africanum. C'est une plante comestible mais qui a des effets assez intéressants, notamment des effets antimicrobiens, antifongiques. Ça a plusieurs éléments indispensables pour la santé, notamment le fer, le calcium et autres, et même de la vitamine C à une concentration beaucoup plus élevée que celle rencontrée dans les oranges. Mais en même temps, c'est un très bon régulateur pour la glycémie, c'est un très bon régulateur pour tout ce qui est lipides. Donc, cet exemple-là, en fait, m'a permis de remarquer qu'en fonction des objectifs fixés, la même plante peut servir pour plusieurs types de recherches. Et au-delà de ça, elle est très riche en huile, elle est hyper riche en fibres, notamment ce dont on parlait tout à l'heure, les cendres. C'est en fait un gros élément de tout ce qu'il y a comme composés secondaires de la plante qui sont dégradés par la chaleur et qui gardent certains principes en état de cendre, qui ont cet effet bactéricide et antifongique et autres. Donc, c'était pour apporter cela à l'argumentaire du docteur Valérie et apporter dans une petite un petit élément en plus sur le fait qu'on a demandé à certains de nos aînés dans le temps d'utiliser la sève de papayer pour pouvoir faire la lessive et avoir des résultats super intéressants. C'est parce qu'en fait, dans la sève de papayer, sinon dans le feuillage aussi, on retrouve ce qu'on appelle les saponosides. Les saponosides qui ont cet effet moussant-là à l'aspect, et il y a plusieurs plantes qui l'ont. Maintenant, après, en fonction de leur concentration, ils peuvent avoir des effets aussi bien bactéricides, antifongiques et antivirales. Merci de m'avoir permis d'exprimer ce que je voulais et profiter à remercier le prof Ali Boulaboula et le docteur Valérie pour
cette super présentation qui nous permet de mettre en relief un certain nombre de compétences sur le plan scientifique et au bénéfice de la santé humaine. Merci, cher Suleiman. Merci beaucoup pour ce partage fructueux, intéressant. Et j'ai profité quand vous étiez en train de parler du Nietum africanum pour chercher la photo. C'est un aliment très consommé au Congo qu'on appelle le fumbwa. C'est ça le Nietum africanum. Oui. Par contre, chez nous, on appelle ça le nkumu. Le nkumu, oui, j'ai vu aussi. On appelle ça le nkumu de l'autre côté. Donc, c'est juste vu que le participant, on a un bon nombre de Congolais aussi qui comprennent, qui mettent un peu une idée sur ce que vous étiez en train de dire tantôt. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est tous ces aspects, toutes ces caractéristiques qu'a le fumbwa, un aliment qu'on trouve partout dans le marché, qu'on consomme chaque jour. Chers participants, avons-nous quelqu'un d'autre qui a un point positif, une expérience, une idée, une proposition par rapport à notre présentation d'aujourd'hui? N'hésitez pas à lever la main ou ouvrez carrément le micro parce qu'on est en train de tendre très lentement vers la fin de notre session d'aujourd'hui. Oui, docteur Dickson, j'ai demandé la parole. Je voulais ajouter quelque chose à ce que venait de dire M. Suleiman, mais aussi ce qu'avait dit docteur Valérie. Tous ceux qu'ils ont cités comme acteurs, comme scientifiques, que ce soit dans l'agriculture, les pharmaciens, ceci, cela, les tradis praticiens. Moi, je voudrais rappeler à tout le monde et encourager les pouvoirs publics et les institutions de recherche de rentrer aussi à ce qu'on a, d'encourager ce qu'on appelle la pharmacopée. La pharmacopée. Donc, nous devons développer cette pharmacopée, la rendre efficiente parce que c'est ça le panier dans lequel nous devons, les scientifiques peuvent aller puiser pour les plantes et tout ce qui se fait dans la communauté pour développer des médicaments, des produits qui peuvent nous être utiles à tout point de vue. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, si nous savons qu'on peut manger de goyave, mais les feuilles de goyavier, on peut les utiliser comme potion dans les diarrhées, ainsi de suite. Nos scientifiques, ils vont développer ceci ou cela. C'est ce que je voulais ajouter, le mot pharmacopée et son entretien. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'aller vers la fin. OK. Docteur Richard, vous avez quelque chose à dire? Je voulais placer un mot pour dire les perspectives. Je crois que nous venons de nous réaliser avec les interventions des uns et des autres et aussi les contributions reçues dans les chats que nous avons du chemin à parcourir et qu'il faudra une focalisation sur un certain nombre de choses d'intérêt qui nous permettraient de pouvoir faire gagner autrement l'Afrique par rapport à ce qui est avancé. Le monde aujourd'hui est très ouvert par rapport à la science, mais toute science aussi ne se fait pas, toutes les sciences ne se font pas aussi de manière innocente. Ça veut dire que les intérêts sont là-dedans et vous pouvez avoir assez facilement des difficultés pour émerger parce que la compétition et la concurrence est très grande. Et pour faire passer un protocole afin qu'il puisse être financé, il faut qu'il puisse être bien ficelé. Et les gens vont pouvoir répondre à nos demandes en fonction de la qualité du travail que nous faisons. Nos pays sont aussi appelés à pouvoir faire une intercollaboration. Je peux vous dire que quand on va sur Internet, on peut voir par exemple en Afrique du Sud que l'université de KZN à Durban et l'université de Limpopo et je crois l'université de Cape Town de Stellenbosch ont fait un réseau qui permet de pouvoir faire les recherches autour des plantes. Je m'imagine qu'il y a d'autres pays africains qui le font autant. Donc, il existe des opportunités sur lesquelles on peut aller et essayer de pouvoir se greffer pour acquérir les compétences parce qu'on n'en a pas assez.
mais cela peut permettre en ce moment-là une synergie pour arriver. Mais ce qui existe déjà, qui est appliqué, qu'est-ce que nous allons en faire? Donc, cette perspective, elle est faite de notre contribution à nous tous. Parce qu'on a parlé bien, et notre collègue Suleiman l'a souligné, une équipe multi ou pluridisciplinaire nous permet de pouvoir gagner la bataille et permet en ce moment-là de pouvoir faire avancer la science. Parce qu'aujourd'hui, seul, on ne peut rien faire, on ne peut même pas prétendre arriver à pouvoir réaliser quelque chose si ce n'est pas un travail d'équipe. La preuve est que le webinaire ici, pour pouvoir le faire, c'est un travail d'équipe. Merci donc, Dr. Dickson. Merci, professeur. Merci, M. Suleiman, et tous les participants. Voilà un peu les perspectives, comment est-ce que nous pouvons les mettre. Nous continuons avec le mois ici, ce mois qui est un mois autour de l'hygiène des mains. Il y a énormément de choses à faire. Nous devons continuer, mais également essayer de faire la promotion de cette hygiène de mains de l'une de l'autre façon, en trouvant des solutions africaines ou des solutions plus pratiques. L'exemple simple, c'est que nous n'avons pas de conduite d'adduction d'eau qui arrive dans nos structures dans nos structures sanitaires, mais il est arrivé que nous puissions faire justement des seaux qui puissent être remplis périodiquement et avec un endroit où nous avons une savonnière qui est posée et les gens ont fait l'hygiène des mains et les gens ont dû, à ce moment-là, améliorer dans les conditions d'Ebola, de choléra, et ainsi de suite. Donc, il existe des solutions qui peuvent être imaginées de terrain. Et il ne faudrait pas que nous puissions rester dire nous n'avons pas ça, nous n'avons pas cela. Essayons de sortir de notre box, de notre boîte, de notre milieu de confort pour avoir plus d'imagination qui permettrait à ce que nous puissions avoir une santé de qualité pour tous. Merci. Merci, Dr. Valérie, pour ces mots de la fin. Je suppose, avant que nous puissions clôturer cette session, professeur Ali. Dr. Dickson, rapprochez-vous du micro. Vous sortez maintenant de façon très aiguë et lointaine, s'il vous plaît. Merci. Je disais merci à vous, Dr. Valérie, pour ces mots de la fin. Et avant que nous puissions clôturer cette session, professeur Ali, est-ce que vous avez quelque chose avant que nous puissions clôturer cette session, la session d'aujourd'hui? Professeur Ali. Merci, Dr. Dickson, pour la modération. Merci aussi, Dr. Valérie, comme tous les intervenants et tous les participants. Merci aussi à l'équipe de Eco India, dirigée par Madame Kanika. Je vous remercie tous pour ces efforts pour que nos sessions se tiennent, qu'elles soient de qualité. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Dr. Valérie nous a produit aujourd'hui et ce que les autres ont apporté comme contribution. C'est pour dire l'importance de cette hygiène de main que le monde a commémoré le 5 mai et dans notre plateforme, nous avons consacré ce thème pour tout le mois de mai. Pour tout le mois de mai, nous allons poursuivre avec l'hygiène de main. Et la semaine prochaine, nous aurons la chance de clôturer ce thème avec une dernière communication. Et nous pensons que le spécialiste qui viendra, vous le découvrirez vous-même. Pour ceux qui sont habitués aux sessions de ICANN, le connaissent bien, je ne veux pas citer les noms, je vous laisse le découvrir la semaine prochaine. Donc, encore une fois, vous êtes invités et soyez les bienvenus. Nous allons terminer notre marathon de l'hygiène de main la semaine prochaine où nous vous annoncerons le thème du mois de juin, un thème aussi intéressant comme les autres. Pour finir, merci Dr. Dickson, merci Dr. Valérie, merci Dr. Tous ceux qui sont intervenus et Eco India dirigé par Kanika. Merci et au revoir à tous. Merci professeur, au revoir à tous.
un dernier mot dans le chat. N'oublions pas, au-delà du savon, nous devons sensibiliser. Docteur Dickson. Oui, allô? Allô? Nous vous entendons tous deux, docteur Dickson et professeur. Docteur Dickson, vous pouvez continuer, oui. Oui, oui. Tel que l'a dit le collègue, au-delà du savon et de l'eau, nous devons continuer à sensibiliser sur la propreté de nos milieux de service et aussi sur la propreté dans nos quartiers. Et nous disons un grand merci au professeur Ali pour ce travail de titan que vous menez, d'unifier, de mettre tout le monde ensemble sur une table afin de parler le même langage. Et nous encourageons tous les participants à prendre les affiches et à mettre sur vos statuts WhatsApp, à partager sur vos différents réseaux, afin que nous soyons de plus en plus nombreux à avoir l'information sur comment sauver des vies, surtout pour ce mois grâce à l'hygiène de mai. Et sur ce, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir.